Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Dugrip, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de Lyon, et de l'Académie de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour cette rentrée, on a beaucoup parlé de l'abaya, de l'uniforme. Est-ce qu'au final, dans l'Académie, c'était un vrai sujet ou beaucoup de bruit pour rien? Ça n'a pas été un sujet. Bon, le ministre avait pris une décision claire avant la rentrée. Elle était connue de tous. Nous-mêmes, dans l'Académie, nous avions anticipé avec une information diffusée à tous les parents d'élèves dans le dossier d'inscription, rappelant les règles résultant du Code de l'éducation. Donc ça n'a pas été un sujet de difficulté. Nous avons eu encore quelques jeunes filles qui sont venues à Nabaya le jour de la rentrée. Nous avons expliqué les règles désormais mises en œuvre. Elles ont accepté à 95% de changer de tenue vestimentaire. C'est-à-dire qu'il y en a 5%, Il y a, quelques-unes, qui ont oui, refusé. voilà, il y en a quelques-unes qui ont, Et qui sont sorties qui ont refusé. qui sont sorties du collège et des lycées publics. Effectivement, et qui ont fait le choix d'autres types de scolarisation. L'autre réponse était l'uniforme. On a entendu que certains maires du département ou surtout le président de la région étaient volontaires pour des expérimentations. C'est un sujet, là, l'uniforme? Il y a une demande là-dessus? Pour l'instant, non, ça n'est pas un sujet. Il y a eu effectivement quelques manifestations d'intérêt de la part d'élus de notre région, mais nous n'en sommes pas encore au port de l'uniforme. Alors, on a beaucoup entendu aussi que si le ministre avait parlé de la balaya, c'était pour éviter de parler du manque d'enseignants dans beaucoup d'écoles. Au niveau national, il manquait un enseignant dans une école sur deux. Dans l'académie, la situation n'est pas aussi grave. Alors non, l'académie n'est pas concernée par ce phénomène avec cette ampleur. Pour plusieurs raisons. Il faut distinguer le premier degré et le second degré. Dans le premier degré, nous sommes une académie qui a des établissements d'enseignement supérieur qui préparent au concours de recrutement des écoles. Donc nous avons un nombre de candidats qui est largement suffisant pour nos recrutements. Et nous avons pu pourvoir tous les postes de professeurs des écoles qui avaient été mis au concours. Le ministre avait par ailleurs demandé qu'avant la rentrée, on recrute également les professeurs des écoles reçus sur la liste complémentaire. Dans notre académie, il y en avait 162 et ils ont tous été recrutés. Donc nous avons aujourd'hui un potentiel d'enseignants dans le premier degré qui suffit à répondre à nos besoins du moment. Nous avons par ailleurs un volet d'enseignants contractuels que nous avons renouvelés et auxquels... Vous avez réduit du coup? Que nous avons, oui, réduit, puisque nous avons davantage de titulaires en cette rentrée. Donc nous avons moins fait appel aux professeurs contractuels, mais nous le ferons pour couvrir les besoins qui pourront apparaître en cours d'année. Dans le second degré, la situation est variable à la fois selon les disciplines d'enseignement et selon les territoires. S'agissant des disciplines d'enseignement, nous avons encore des besoins de recrutement en lettres modernes et lettres classiques, en physique-chimie et en éducation musicale pour l'essentiel. Une dizaine de postes dans chacune de ces disciplines, pas plus. Et s'agissant des territoires, nous avons des difficultés de recrutement, mais elles sont habituelles dans le département de l'Ain, autour du lac Léman, en raison de la cherté de la vie. Mais nous prenons des dispositions spécifiques pour répondre à ces difficultés. En particulier, nous accompagnons nos professeurs dans la recherche de logements afin de leur faciliter la tâche et de leur permettre de se loger à des conditions moins onéreuses que celles du marché.
C'est pour trouver ces enseignants manquants que vous avez fait une journée avec Pôle emploi la semaine dernière? Alors oui, bon, nous avons beaucoup de postes qui sont mis au recrutement sur tous les métiers de l'éducation nationale. Bon, nous avons naturellement besoin de recruter des professeurs, on vient de l'évoquer, mais nous avons aussi beaucoup d'autres métiers. Nous avons des infirmières, des médecins, des assistants sociaux, des informaticiens, des gestionnaires comptables, des secrétaires, des standardistes. Voilà, donc nous recrutons sur l'ensemble des métiers qui sont ceux de l'éducation nationale, et nous avons souhaité effectivement organiser un temps spécifique pour nous présenter, voilà, pour dire ce que nous sommes, ce que nous faisons, quels sont nos métiers, et donc dire également nos besoins de recrutement. Recruter aussi largement, ça veut dire que le niveau des enseignants recrutés baisse? Non, le niveau ne baisse pas. Nous avons, on l'évoquait il y a un instant, des concours qui sont toujours de très bons niveaux. Nous recrutons avec le même niveau de recrutement, donc il n'y a aucune diminution dans la compétence de nos professeurs. S'il y a autant de difficultés à recruter, ce n'est pas aussi une question de rémunération? On a entendu que le pacte, au niveau national en tout cas, avait du mal à convaincre les enseignants. Est-ce que vous convainquez plus dans l'académie? Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte et qui cumulent leurs effets en ce moment. Il y a effectivement une question d'attractivité des métiers de l'éducation nationale, et c'est la raison pour laquelle le ministre a souhaité revaloriser les rémunérations qui sont versées au personnel, revalorisation inédite par son montant, une augmentation que nous n'avions pas connue depuis de très nombreuses années. Et puis, mais avec des obligations. C'est ce qui passe pas très bien alors chez les non, enseignants. Il y a deux choses. Il y a une part qui est générale et inconditionnelle, versée à tous les enseignants, et qui se traduit à cette rentrée par une augmentation minimale de 125 € pour chaque enseignant, 125 € mensuels. Voilà. Elle augmente ensuite en fonction du positionnement sur la grille indemnitaire. Et puis, il y a une part dite socle qui est destinée à rémunérer des missions supplémentaires pour lesquelles les enseignants se portent volontaires. Ce sont d'ailleurs pour la plupart d'entre elles des missions qui sont déjà assurées par les enseignants et qui vont donc être mieux rémunérées qu'elles ne l'étaient jusqu'alors. Va se traduire pour eux par un gain très important en termes de pouvoir d'achat. Pourquoi aussi peu d'enseignants acceptent ce pacte? Ah non, ils ne sont pas peu. C'est très, très variable selon les établissements. Pour l'instant, d'ailleurs, les choses se passent comme nous l'attendions. Bon, les enseignants se sont portés volontaires. Quelle est la proportion dans l'académie? Écoutez, ça doit être à peu près un tiers pour l'instant, ce qui est un bon résultat. Mais nous progressons chaque jour dans la mesure où les enseignants peuvent se porter volontaires sans aucune limitation. Un autre sujet qui a fait l'actualité, ça a été la question du harcèlement. C'est l'Académie de Versailles notamment qui a été dans la tourmente suite à des courriers qui étaient pour le moins délicats envoyés aux parents. Vous avez fait le tour de tous les courriers qui étaient envoyés aux parents pour s'assurer que dans l'Académie, on n'avait pas le même type d'erreur? Pour l'instant, aucun courrier de ce type n'a été recensé. Voilà, mais nous sommes vigilants et nous sommes surtout très mobilisés dans la lutte contre le harcèlement qui, dans un établissement scolaire, est une anomalie. Dans un établissement scolaire, il doit y avoir de la camaraderie, de la fraternité.
chacun doit être accepté avec ses différences, des différences physiques, différences d'origine, différences de mode de vie. Et avec toutes ces différences, on doit former une communauté d'amis et de camarades. Donc, la volonté qui est la mienne, c'est d'éradiquer, supprimer toute forme de harcèlement qui n'a pas lieu Et d'être. comment on fait la différence entre des adolescents qui se chamaillent, qui s'amusent, qui des fois se fâchent entre eux, et du harcèlement? Alors, une chamaillerie, c'est une fois. Du harcèlement, c'est répétitif, ça peut devenir méchant et violent. Et donc, il faut effectivement empêcher que la chamaillerie d'un jour ne devienne du harcèlement tous les jours. Un dernier mot sur la vaccination au papillomavirus, que vous rendez, qui n'est pas obligatoire, mais qui est sur la base du volontariat en cinquième. Vous fixez quel objectif des élèves de cinquième à vacciner? Alors, objectif le plus important possible, donc nous lançons effectivement une grande campagne de communication et d'information à destination des élèves et de leur famille, qui est assurée par l'Agence régionale de santé. Il faut savoir que le papillomavirus sont la cause de très nombreux cancers qui touchent à la fois les femmes et les hommes et qui concernent les organes sexuels et buccaux. Et ce vaccin a une très grande efficacité. Il élimine la quasi-totalité de ces cancers. Et il n'a par ailleurs aucune contre-indication connue. Il est sans risque pour les enfants. Et donc, le gouvernement a pris la décision de proposer la vaccination. Il n'a pas osé le rendre obligatoire? Non, pour l'instant, ça n'est pas une vaccination obligatoire. Elle est facultative, volontaire pour les élèves et leurs familles. Et nous allons donc la proposer à tous les élèves de la classe de 5e, donc du 11 ans, car c'est le moment où cette vaccination a son effet maximum. Olivier Dugrip, je vous remercie. Merci, bonne journée. Merci. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.